Donc les cartons sont dans le camion en partant, il y a des agendas, les agendas de l'AMF, il y a les calendriers des ordures ménagères, et puis il y a dans le camion les agendas des manifestations. Okay. Sinon, elle est distribuée pour toutes les communes. Voilà, donc je vous rappelle que ce conseil est enregistré. Que je vais mettre en mode je vais faire un appel, j'ai pas mal de pouvoirs. Pour la commune de Ars, Mesdames Bacour et Pissier. Pour la commune de Bagnols, Monsieur Georges. Pour la commune de Beurre-sans-Lot, Madame Givaudan. Pour la commune de Séry, Madame Vallée a donné pouvoir à Madame Givaudan. Pour la commune de Cerisier, chez Monsieur Harper, Monsieur Louvet, Monsieur Landuro. Il n'est pas tout baisé. Il arrive. Dépêche-toi, on t'attend. J'ai Madame Catois qui a donné pouvoir à Monsieur Louvet. Pour la commune de Coulourg, j'ai Madame Vaillant. La commune de Courgenay, Messieurs Panier et Langéguier. La commune de Flacy, Madame Daniel. Pour la commune de Foissy-sur-Val, Madame Saint-Cierge-Durand. La commune de Fournaudin, Monsieur Violette. La commune de l'Apostole, Monsieur Lapôtre. La commune de Laïque, Madame Crozier. La commune de l'Éclairimois, Madame Poulain. La commune de Lessiège, Monsieur Barbirati. La commune de l'Éveil-de-la-Vanne, Monsieur Maudet, Madame Derouet, Monsieur Lamar, Madame Berthelin. Pour la commune de Molinon, Monsieur Bézine. Pour la commune de Bon, Madame Picon. Pour la commune de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, Monsieur Fage-Galtier. Pour la commune de Vaudeur, Messieurs Herlot et Pénaud. Pour la commune de Vaumort, Madame Rocher. Non. Ah, pardon. Oui, oh, désolé Nadège. C'est pas grave. Moi, tu suis, c'est bien. Sauf qu'en fait, c'est pas possible. Les communes qui n'ont qu'un seul titulaire ont un suppléant. Les communes qui ont plusieurs titulaires ont des titulaires mais n'ont pas de suppléant et peuvent donner pouvoir soit à leur titulaire, soit à d'autres personnes. Mais la ne peut pas siéger. Mais par rapport au... Elle est remplaçante si M. Pénaud démissionne. Donc elle est remplaçante, elle n'est pas suppléante. Parce que c'était, normalement, c'est dans l'ordre de la liste. Oui, mais en tant que, voilà, en fait, les communes qui n'ont qu'un seul délégué, ils peuvent donner pouvoir ou envoyer un suppléant. Les communes qui ont plusieurs délégués, ce qui est ton cas, en fait, n'ont pas de suppléant, ils donnent pouvoir à l'autre délégué ou à un autre conseiller communautaire. Donc Nadège, je suis désolé, tu ne peux pas siéger. Et voilà, je vais falloir rejoindre le public. Mais tu peux rester parmi nous. Hein. On demandera à Eric d'envoyer sa démission. Voilà. Parce qu'il ne veut pas siéger au conseil ? Mais non, d'accord, donc effectivement, il faudra qu'il démissionne. Et dans ce cas, il faudra que j'installe Nadège la prochaine fois. La prochaine fois. Je croyais que c'était automatique. Pas du tout. Il est toujours conseiller municipal ? Il est toujours adjoint, oui. Donc il est conseiller communautaire ce soir. C'est lui qui a eu l'invitation. Ah non, je l'ai eu. Oui, parce que tous les conseillers municipaux l'ont en information. D'ailleurs, normalement, la différence, c'est que les conseillers qui siègent ont le pouvoir. Hein. D'ailleurs, même ceux qui ne peuvent pas donner le pouvoir, et les invités, tous les conseillers municipaux sont invités, non pas à siéger, mais à participer à la réunion. Ça, c'est depuis cette nouvelle mandature. Pour la commune de Villechétif, je n'ai pas vu Nicole. Est-ce que quelqu'un a son pouvoir? Je n'ai pas d'information. Non, on verra, elle est arrivée. Et pour la commune de Vieux-l'Archevêque, donc Madame Loison m'a donné son pouvoir. J'ai Madame Declercq et j'ai Monsieur Putois qui a donné le pouvoir à Madame Declercq et moi-même. Voilà, donc le quorum est largement atteint. Non, on peut d'abord la peine avant de faire l'approbation. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie. Il me faut un ou une secrétaire de séance. Bonsoir, Monsieur Landuro. Je vous ai raté à l'appel. Madame Declercq, est-ce que quelqu'un d'autre, non? Est-ce que quelqu'un s'oppose ou s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Je vais mettre aux voix le dernier compte-rendu du Conseil. Je n'avais pas eu de remarques. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? S'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Un ordre du jour assez conséquent ce soir. Un conseil qui ne serait quand même pas durer des heures, en tout cas je l'espère, on verra bien, on prendra le temps qu'il faudra. On va commencer par tout ce qui va concerner
le budget, c'est vous savez, avec des décisions modificatives. Alors, plusieurs décisions modificatives, dont les deux premières que nous allons voter et qui sont liées, puisqu'il s'agit de remboursement des intérêts d'emprunt pour la zone d'activité des vignes de Mauny. Vous savez que c'est une zone qui n'a pas de recettes pour l'instant. Quand les terrains seront vendus, on aura l'argent. Pour l'instant, c'est signé, mais vous savez qu'il y a un délai. Nous avons pourtant des intérêts d'emprunt à rembourser, l'emprunt avec de l'intérêt et du capital. Donc, cette décision modificative nous permet en fait de passer 2480 € sur un compte qui sera transféré à la zone d'activité. D'ailleurs, vous voyez la délibération en dessous, qui est donc l'arrivée de ces 2480 € sur la zone d'activité des vignes de Mauny pour pouvoir nous permettre de rembourser cet emprunt. Est-ce que vous avez des questions, des sujets ou des remarques à ce sujet? Donc voilà, donc la première décision. La première décision donc, concerne donc, ces 2480 € et puis en fonctionnement, et puis 100 €, c'est pareil, ça c'est pour la partie investissement. Donc avec un budget bien sûr qui reste à l'équilibre, avec du coup 2480 € qui passent pour la zone d'activité sur le budget de Mauny. Donc première délibération pour le transfert du budget principal à la ZEDA de Mauny. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Deuxième, sur le budget de la zone d'activité des vignes de Mauny, donc, où on fait une recette de fonctionnement de 2480 € et une dépense de fonctionnement identique, et puis on va mettre 100 € aussi dans la partie investissement, qui sont les mêmes que nous avions un petit peu plus haut. Est-ce que quelqu'un s'oppose? S'abstient? Je vous remercie. Une autre décision modificative, celle-ci qui concerne le SPANC. Alors, comment vous l'expliquer? Je vous donne la phrase que nous a donné la perception. J'avais les admissions en non-valeur. Là, nous sommes sur la dépréciation de créance. C'est un peu la même chose. Le retard de paiement constitue un indicateur de dépréciation d'une créance. C'est pourquoi il est nécessaire de constater la dépréciation afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité. Nous avons, alors, ce sont des montants qui sont bien inférieurs. Je ne peux pas vous donner les noms, bien entendu, mais ce sont des créances de 17 €, 6 €, 14 €, 92, 32 €, 67, pour un montant total de 148,36 €. Ce sont des créances qui datent pour certaines de 2016, pour les plus récentes de 2019, où nous demandons de les déprécier. Et comme ce n'est pas quelque chose que nous avions prévu au budget, il faut que nous puissions mettre ça au chapitre 68. Et du coup, comme nous ne l'avions pas, nous n'avions rien mis à celui-ci, il faut qu'on puisse l'ouvrir avec ce montant de 148,36 €. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Je vais donc mettre aux voix. Est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Et nous allons passer aux admissions en non-valeur. Alors là encore, plusieurs admissions en non-valeur nous ont été demandées au niveau du SPANC. Alors, au niveau du SPANC, c'est une créance qui n'est pas très vieille, puisqu'elle date de 2022, pour un montant de 178,18 €. En fait, il s'agit d'une personne qui est décédée et la facture n'a pas été prise en compte au moment de la succession. Donc maintenant, la succession a été clôturée et comment aller récupérer cette créance, vers qui? Voilà pourquoi la trésorerie nous demande de la passer en non-valeur. Bonsoir Nicole. J'en profite pour te dire qu'à la fin, tu ne te sauves pas. Nous avons tes calendriers et tes agendas dans le camion. Et le temps que Nicole s'installe, je voulais remercier la commune de Vaudeur qui nous accueille dans des conditions qui sont, pour le coup, j'ai envie de dire, optimales, pour ne pas dire royales, avec ce vidéoprojecteur au plafond. Vous n'en avez pas conscience, hein, mais souvent on a l'air chaud. On se déporte un petit peu toute la soirée pour pas être dans l'axe de la lumière, et puis à la fin de la soirée on a un peu mal au dos. Je me demande si on va pas reprendre une option pour le budget, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'écran est bien, et peut-être que pour suivre le budget, c'est peut-être une des salles qui serait les plus adaptées. On reverra, hein, si on en discutera. Donc,
J'en reviens à cette admission en non-valeur pour le sport suite à un décès d'un administré et puis la succession qui n'a pas, enfin ce montant qui n'a pas été pris dans la succession. Des remarques? Donc pour passer ce montant en non-valeur, pour 178,18 €, est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? Eh bien, à l'unanimité, je vous remercie. Et nous continuons avec les admissions en non-valeur, cette fois-ci pour deux montants, un montant de 50 € et un montant de 15 €. Là, nous sommes sur des créances qui datent un petit peu plus. Nous sommes sur des créances de 2018. Dans un cas, il y a eu un surendettement avec une décision d'effacement de dette. Et dans l'autre cas, nous sommes à 15 €, donc avec un reste à réaliser inférieur au seuil de poursuite par la trésorerie. Donc, comme on n'aura probablement pas d'autres créances avec ces personnes et que le montant est de 15 €, il n'y aura pas de poursuite. L'idée, c'est de le faire disparaître, et donc d'admettre en non-valeur. C'est 65 €. Est-ce que vous avez des remarques? Des questions? Je me vois pour admettre en non-valeur sur le budget de la CCDTO. Est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? Je vous remercie. Point suivant. Faire et défaire, c'est avancé. Nous avions créé un poste pour un agent de la communauté de communes. Le contrôle des légalités a vu quelque chose qui ne leur plaisait pas. Il nous demande donc d'annuler cette délibération. Je vais donc vous expliquer les 3 délibérations à venir. On va les prendre séparément, comme ça, si on a une qui coince, ça ne bloquera pas tout. La première était la création d'un poste pour un agent qui a de l'avancement sur la collectivité. Sauf que dans la délibération, on a parlé d'évolution de carrière. Et on ne crée pas un poste pour une évolution de carrière, mais pour une évolution de poste. Il va donc falloir qu'on annule cette délibération. Et puis, dans la foulée, je vous ai demandé l'autorisation de supprimer ce poste. Or, on ne peut pas supprimer un poste quand on n'a pas demandé l'avis du centre de gestion. Non, si, du centre de gestion. Donc, on ne peut pas supprimer ce poste. Donc, on annule complètement la délibération. Et je vais dans la foulée vous demander une nouvelle délibération pour créer ce poste, cette fois-ci pour une évolution de poste et pas pour une évolution de carrière. Je vais vous demander de m'autoriser à supprimer ce poste, enfin, le poste occupé précédemment par l'agent, après l'avis de la commission. Et puis, je vais vous demander de créer un autre poste d'un agent qu'on a déjà sur la collectivité. Il va falloir qu'on crée un poste d'animateur territorial catégorie B, parce qu'il s'agit de notre agent en charge de la CTG. Et Annie va vous en parler juste après. Je vais vous demander aussi de m'autoriser à signer une convention avec la CAF qui nous prend 50% du salaire de cet agent, à condition qu'il soit animateur territorial de catégorie B. Donc je vais juste changer la dénomination de ce poste pour qu'on puisse avoir un remboursement de la part de la CAF. Voilà, donc c'est pas de nouveaux postes en soi qui sont créés, c'est pour ça que je voulais tout expliquer, pas qu'on dise Père Karcher, il n'arrête pas de créer des postes, non, c'est la même chose que l'autre jour, on annule, on recommence, et l'autre c'est création d'un poste, mais pour basculer un agent qu'on a déjà sur la collectivité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? On y va? Alors, pour annuler la délibération, non, j'étais bien. Pour annuler la délibération 34-2023, qui crée poste et qui crée un poste d'adjoint technique principal première classe à temps non complet et qui proposait de supprimer un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps non complet. Donc pour annuler cette délibération, est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? Je vous remercie. Maintenant, on va prendre plein de délibérations différentes, comme ça si ça coince, il n'y en a qu'une qui coince. Pour m'autoriser à créer un poste d'adjoint technique principal première classe à temps non complet suite à l'évolution du poste. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Pour m'autoriser à supprimer un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps non complet après l'avis de la commission sociale territoriale, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Et pour m'autoriser à créer un poste d'animateur territorial catégorie B à temps plein, agent qui interviendra dans le cadre de la CTG, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, à l'unanimité, je vous remercie. Et du coup,
Je passe la parole à Annie. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Alors comme Sébastien... On peut le tirer un peu. Comme Sébastien vient de l'indiquer, nous venons créer donc un poste d'animatrice ou d'animation dans le cadre de la CTG. Alors moi je vais vous donner quelques informations qui serviront à signer la convention qui vous est proposée après. C'est une convention d'objectifs et de financement. Donc je vous rappelle que les actions soutenues par la CAF visent à développer l'accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales, à accompagner le parcours éducatif des enfants de 3 à 11 ans, à soutenir les jeunes de 12 à 25 ans, à valoriser le rôle des parents, à contribuer à développer l'animation et la vie sociale. Tout ça, c'est inscrit naturellement dans la convention que vous avez reçue. Les projets visant au développement des services aux familles sont élaborés et formalisés entre la CAF et les collectivités. Dans notre cas, bien sûr, entre la CAF et la CCPP, sous forme d'une convention CTG, convention territoriale globale. Vous en avez tous déjà entendu parler. On en reparlera, vous allez voir. C'est pas fini. Afin de conforter le pilotage de ces projets, de mettre en réseau les acteurs du territoire pour créer des synergies, l'accueil d'un chargé de coopération est devenu incontournable. Pour cela, la CAF soutient financièrement, par le biais d'une subvention, le pilotage du projet de territoire. C'est donc l'objectif de la signature de la convention qui vous est proposée ce soir. Cette convention est à signer pour obtenir la subvention inhérente à ce poste. Comme vient de le dire, c'est bien. Je passe la parole. Merci Annie. Donc pour l'instant, c'est pas la CTG, hein, c'est juste le financement de ce poste. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Des remarques? Je passe aux voix. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Donc la signature de cette convention est bien l'unanimité. Je vous remercie. Et je vais repasser la parole à Annie qui va vous parler d'une convention avec la MSA. On y va. Donc vous en avez peut-être entendu parler vous aussi de cette convention territoriale, encore une convention. MSA, hein, grandir en milieu rural. Ça vous dit peut-être quelque chose? Je crois que j'avais déjà distribué des dossiers, peut-être pas suffisamment, mais enfin voilà, je vous explique. Courant 2020, la MSA a travaillé sur une nouvelle offre territoriale, Enfance Jeunesse, pour sa convention d'objectifs et de gestion 2021-2025. Cette offre, qui se nomme Grandir en milieu rural, a pour objectif de répondre aux besoins prioritaires des familles agricoles et rurales dans les champs de l'accueil de la petite enfance, des loisirs, des vacances, de la parentalité, du numérique et de la mobilité. Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif Grandir en milieu rural sur le territoire de la CCDBO, la MSA s'engage à mettre à disposition de la collectivité un référent et à apporter une contribution financière sous forme d'un acompte de 17 000 € pour l'année 2022. Alors vous allez me dire, on est en 2023. Ben oui, mais justement, on a besoin de cette convention pour déjà récupérer ces 17 000 €. Donc la collectivité, bien sûr, s'engage, elle, à mettre en place un plan d'action et d'en transmettre le bilan à la MSA. Nous avons donc intérêt, je pense, à signer cette convention qui est assignée avant le 31 décembre, hein, je crois que c'est ça. Alors cet acompte de 17 000 € sera suivi d'une autre somme de 28 000 € au cours du premier semestre 2024. Alors, vous pouvez, dès à présent, même si on n'a pas délibéré, faire aussi un parallèle entre ce qui vous est proposé hein, dans le cadre de la CTG et puis bien sûr dans le cadre de cette convention. Les deux, et la CAF et la MSA, naturellement répondent un peu aux mêmes objectifs. Voilà, on en rediscutera aussi plus tard, plus loin, ce soir. Je passe la parole. Oui. Merci Annie. Effectivement, l'idée c'est vraiment de travailler les deux ensemble. Et la CAF et la MSA, ça rejoint les mêmes publics, même s'il y en a qui sont plus devenus, pas leurs parents, sont agriculteurs, ça concerne les mêmes enfants avec les actes de parentalité et de mobilité numérique. Je voulais vous dire, hein, toutes ces conventions dont on parle ce soir, vous avez toutes reçues en pièce jointe. Enfin, il y en avait beaucoup, mais l'idée c'est que vous puissiez avoir tout avant pour pouvoir regarder et puis, poser les questions si vous avez besoin.
Annie l'a pas dit, moi je vais dire un petit peu, c'est un peu un chèque en blanc là qu'ils nous font quelque part, puisque on s'est engagé sur rien encore pour l'instant, parce qu'ils auraient voulu qu'on fasse le document type CPG, sauf qu'on n'avait pas le temps de le faire, et on va déjà le faire pour la carte, on ne va pas le refaire encore une deuxième fois pour la MSA, donc on a dit qu'on travaillerait tout ça en même temps lors des mêmes réunions, sauf qu'il fallait que ça soit absolument signé là, pour l'année 2022, voilà pourquoi on vous propose ce soir, et eux n'ont pas mis d'objectifs plus que ça. Il y aura une deuxième convention avec là des objectifs un peu plus précis pour justifier ces dépenses, mais notamment dans ces dépenses, là dans les 17 000 euros, il y en a une partie qui peuvent servir à financer le poste qu'on a créé tout à l'heure, donc 50% financé par la CAF et une partie par la MSA également. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Je me vois. Est-ce que quelqu'un, pour m'autoriser à signer cette convention avec la MSA, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien écoutez, je vous remercie. Je vais vous parler maintenant du territoire éducatif rural. Je l'avais déjà abordé par le passé, mais les choses se sont un petit peu précipitées quand le 1er décembre, l'Éducation nationale m'a dit qu'il voulait signer la convention début janvier. C'était donc ce soir en conseil communautaire qu'il fallait qu'on le voie. Alors, je voulais commencer mon propos par vous dire que ce projet de territoire éducatif rural n'a strictement rien à voir avec le projet de construction d'écoles qu'il y a à Vigneux-l'Archevêque. J'ai entendu dire que c'était en lien, que c'était parce que je voulais faire financer les travaux de l'école par la communauté de communes. Absolument pas. Les maires d'ailleurs des communes ne sont pas encore réunis pour savoir si on continuait ce projet, comment on le continuait. La compétence scolaire est une compétence communale, en rien une compétence intercommunale, et si ça devait devenir une compétence intercommunale, ça serait un choix des communes et de la communauté de communes, et il faudrait qu'on délibère en ce sens. Là, c'est pas du tout l'idée. C'était quelque chose qui a été fait à titre expérimental l'an dernier, dans quelques départements. Lyon faisait partie de ces départements, puisqu'il y a eu un territoire éducatif rural qui était signé sur Charny-Auré-de-Puisay. Sur Charny-Auré-de-Puisay, c'est ça. Cette année, le ministre de l'Éducation nationale a souhaité qu'il y ait un territoire éducatif rural par département. Le DAZEN de Lyon avait le choix de maintenir celui de Charny et de ne pas en faire d'autres, ou alors de garder celui qui est expérimental et d'en faire un second. Il a choisi cette deuxième possibilité et a retenu le collège de Vigneux-l'Archevêque pour faire ce dispositif territoire éducatif rural. En quoi ça consiste? Ça consiste à mettre en lien les écoles et le collège pour pouvoir mener des actions pour, par exemple, lors de l'évaluation du collège, pour ceux d'entre vous qui ont participé sur le retour, on y était tous invités, c'était pour voir par exemple que les enfants du milieu rural avaient peu d'ambition scolaire, c'est-à-dire qu'ils ne se projetaient pas sur des établissements plus lointains. Le lycée de Sens parfois leur paraît loin, ou alors si on est en difficulté, qu'il y a un apprentissage, mais qu'il y a de l'internat à faire, ça peut être compliqué. Donc c'est essayer de permettre que nos jeunes aient plus d'ambition scolaire et puissent se projeter. C'est permettre aussi de rendre la culture, qu'elle soit locale ou un peu plus éloignée, plus accessible. Ce dispositif, si vous avez lu la Convention, n'engage que l'Éducation nationale. Derrière nous, on nous demande une volonté politique d'y aller. Si on ne veut pas y aller, ça sera pour un autre territoire. Si on prend la Convention, l'article 1 parle du périmètre du dispositif. Donc c'était la Convention de Charny. La Convention du dispositif sur notre territoire, ça serait les communes de la communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Otz. Pourquoi définir de cette façon-là? Parce que nous avons la commune de Ars, qui est la seule commune de la communauté de communes dont les enfants vont au collège de Brinon. Et il pourrait être, ça a déjà été réfléchi avec la commune, mais judicieux de voir les enfants venir sur le collège de Vigneux-l'Archevêque pour bénéficier de ce dispositif avec les autres enfants, puisque c'est le même regroupement que Villechétil, et Villechétil, les enfants viennent sur Vigneux-l'Archevêque au niveau du collège. Donc ça regroupe, à part Ars pour l'instant, mais c'est en pourparler, l'ensemble des communes de la communauté de communes, plus quelques communes supplémentaires extérieures à la communauté de communes, telles que Percenège, Noé, Villers-Louis. Je ne sais pas si j'en oublie d'autres, je ne crois pas. Je ne pense pas. À ce moment-là, ces communes seront rajoutées à la Convention par avenant. Donc ça, c'est l'article 1. L'article 2, les obligations du rectorat et de l'établissement support. L'établissement support, c'est le collège de Vigneux-l'Archevêque, qui devrait recevoir une enveloppe de 30 000 € par an.
30 000 € par an qui seront dédiés à libérer un poste à temps partiel d'un enseignant du territoire. Donc il y a un enseignant d'une des écoles de notre territoire qui va être libéré 2 jours par semaine pour pouvoir mener les projets et faire le travail administratif pour ses collègues et pour le collège. Il y a des heures qui seront données à des enseignants du collège pour faire ce lien aussi, mais ça peut être utilisé aussi pour faire intervenir des troupes de théâtre, faire venir des actions culturelles sur le collège et que les écoles en bénéficient, prendre le transport, parce qu'on a mis en avant que le transport sur nos milieux ruraux était une difficulté, donc prendre en charge le transport par exemple. Je prends quelque chose de simple. On a des liaisons faciles qui se font entre l'école de Buarchevêque et le collège. On sait que ça facilite grandement l'entrée en 6e quand les CM2 peuvent fréquenter, peuvent avoir un projet avec un enseignant du collège. Mais le Largevêque, c'est facile, il n'y a pas de transport. Si on prend une commune comme Cerisier, tout de suite, il y a un peu plus de transport, que ça coûte cher. Donc, on peut très bien envisager que les communes de Cerisier, que les communes de l'Éclairinois, dans le cadre d'un projet spécifique, puissent voir le financement des transports scolaires pris en charge par ce dispositif. Et ça permet d'avoir des projets pour les écoles qui ne coûtent rien, ni aux écoles, ni aux communes. Donc, article 2, obligation du rectorat et de l'établissement support, donc le collège. Article 3, nature des dépenses éligibles, donc ça c'est l'argent dû par l'éducation nationale. Article 4, bilan financier. Article 5, durée de la convention. Article 6, résiliation. Vous voyez, nous n'avons aucune contrainte, ce n'est pas une prise de compétence, c'est simplement nous engager, nous dire, oui, effectivement, on veut, nous aussi on est partant dans ce dispositif. Il y aura probablement un comité de pilotage qui sera mis par la suite, on demandera à des personnes, certainement des élus aussi d'y participer, aux côtés d'enseignants, à côté du coordonnateur, de l'inspecteur d'éducation nationale. Voilà ce que c'est que ce territoire éducatif rural. Donc, parce que j'ai eu des questions, il y a eu des débats ce matin en bureau en disant qu'on voulait prendre une délibération sur une compétence qu'on n'avait pas. Oui, sauf que dire qu'on a envie que l'éducation nationale vienne s'engager à l'échelle de toutes nos écoles et du collège, je pense que c'est quelque chose que l'on peut faire. Voilà, la parole est à ceux qui souhaitent intervenir. Je vais intervenir. Je te remercie, Sébastien, d'avoir pris en compte ce que j'ai dit ce matin, d'avoir bien expliqué le dossier, parce qu'effectivement, pour moi, il y a quand même une ambiguïté dans le TER. Donc, le TER, normalement, le comité de pilotage, il est prévu avec toutes les écoles primaires en fait, du territoire, normalement. Donc, ça n'est pas, je répète, ce n'est pas une compétence communautaire, on est bien d'accord. Après, on est facilitateur, mais on ne rentre pas en tant que signataire dans cette convention. Pour moi, cette convention donne un avis favorable parce qu'effectivement, on a envie que ça progresse pour nos territoires et il faut que les communes s'engagent et fassent partie de ce comité de pilotage en relation avec le collège. Je pense qu'on a besoin de cette relation avec le collège qu'on n'a pas toujours dans toutes les écoles. Voilà. Le comité de pilotage n'est pas défini là et il n'est pas. C'est dans les conventions qui existent. C'est quelque chose qui est expérimental encore. Donc les conventions, ce matin, j'ai posé la question suite à notre réunion par rapport au périmètre du dispositif et j'ai eu l'inspecteur de l'éducation nationale d'Avalon qui est en charge du dispositif qui m'a dit vous modifiez comme vous en avez besoin, monsieur le président, et nous derrière on s'adaptera, on fera le nécessaire. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques concernant ce TER? À savoir que les enfants de Beurre-sans-Note vont au collège de Saint-Florentin. Par carte scolaire? Oui. Ils se dirigent vers Saint-Florentin. Est-ce que c'est leur collège de rattachement oui. Ou est-ce que c'est parce que vous allez sur des écoles qui vont sur les secteurs ensuite de Saint-Florentin? Je ne peux pas dire, mais on a toujours été dans le RPI Chaillet, Turny, Beurre-sans-Note au départ. Maintenant, on a Fournaudin. Bon, Cérilly, je ne sais pas, on ne va pas parler de Cérilly, mais Sormery va rejoindre ce RPI. Mais nous, depuis 1973, les enfants vont après au collège de Saint-Florentin. Donc, effectivement, ça n'empêchera pas d'avoir quand même des projets entre les enfants. Enfin, non, parce que ça n'ira pas chercher sur les écoles. En fait, le dispositif n'interviendra pas sur des écoles qui sont en dehors de la CCDPO. C'est-à-dire que autant on peut intégrer en dehors de la CCDPO ou du secteur du collège. Donc autant on pourra intégrer Ars s'il y a cette modification ou pas en se disant de toute façon c'est le secteur de la CCDPO, autant on pourra intégrer Personnage parce que c'est le secteur pas de la CCDPO mais du collège. Pour le coup, des élèves qui sont sur une école extérieure à la CCDPO qui ne vont pas sur notre collège, effectivement, bénéficieront pas du dispositif
Et d'ailleurs, ça n'aurait pas de sens de les faire venir au collège de l'Archevêque pour certains projets. Non, ça va les faire lever de bonheur, les gamins, hein, parce que moi, le circuit là-bas, je l'ai déjà fait. Dis-donc, les gamins, ça va lever de bonheur. Hein. Si tu Pourquoi prends donc personnel. Ah, personnel, je viens déjà. Ah oui, d'accord, mais ça les fait de bonheur, les gamins. Ah oui, non, mais alors, ça ne change rien au périmètre de quoi que ce soit. Hein. Ah, d'accord. On est juste. L'idée là, c'est de se dire oui, on y va. L'éducation nationale, vous pouvez mettre des moyens. Techniquement, alors c'est pas écrit dans la convention, ça veut dire que c'est pas engagé, mais techniquement, c'est 30 000 € par an pendant 3 ans cette convention pour les élèves. Oui, tu souhaites intervenir, Sia? Non, pardon, j'ai cru. Donc on ne change rien au secteur du collège, sauf si la commune d'Arst a la volonté de rejoindre le collège de l'Archevêque. Voilà. Mais dans ce cas, ça serait une décision de son conseil municipal. Ça passera en commission départementale de l'éducation nationale. Il y aura une histoire de transport à voir. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui prendrons cette décision. Donc, pour m'autoriser à signer cette convention relative à l'organisation financière du territoire éducatif rural de Laval et du Pays d'Othe, est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? Je vous remercie. Je vais passer rapidement sur ce point parce que je pense que toutes les communes, vous l'avez passé en conseil municipal, le groupement d'achat avec le SD, pour le groupement d'achat d'énergie. Est-ce que vous souhaitez que je développe? N'hésitez pas, hein, mais normalement vous l'avez passé dans vos conseils. Pas encore, vous allez les passer prochainement. Donc voilà, c'est se regrouper pour bénéficier d'un prix d'énergie qui aura été négocié. Et puis, la décision doit être prise avant le 15. on est dedans. On est dedans, là. Mais effectivement, ceux qui n'ont pas délibéré ce soir, ils ont peut-être encore demain. Oui, s'il te plaît. En sachant que la dernière convention qui a été signée avec le SDE, aujourd'hui, paye l'électricité plus cher que chez EDF. Et pour l'année prochaine aussi. Et pour l'année Madame prochaine Rossignol qui l'a déclaré lundi matin. Alors, je vous le dis, méfiez-vous. En 2024, ça sera plus cher que le tarif. C'est du tarif négocié qui se négocie mal. Oui, sauf que nous, on est obligé de lancer de toute façon des marchés au niveau de la petite commune, comme certaines communes, les vallées, je ne sais pas, vous êtes obligés aussi? Non. Nous, on n'adhère pas à ça. Nous non plus. Je vous dis franchement, je ne me sens pas lancer un marché de l'énergie tout seul dans notre coin. Autant les communes ont choisi notre fournisseur, nous, c'est un appel, c'est un marché. Ah oui, mais tu peux ouvrir un marché pour la commune si tu veux, mais nous, on n'adhérera pas en tant que commune. Oui, non, c'est pour la communauté de communes, c'est pas pour les communes. Hein. Après, il faut savoir qu'il y a des tarifs différenciés en fonction de la taille de la commune, en fonction du nombre de personnel et compagnie, donc c'est plus compliqué. Et puis là, la puissance souscrite. Le tarif EDF est plus intéressant quand tu es sur une petite commune, et donc pour nous, le tarif du SD est plus intéressant en fait que ce qui nous incomberait si on n'avait pas cette opportunité. Nous, effectivement, pour le coup, c'est quelque chose qui nous a protégés à l'Archevêque par rapport aux tarifs auxquels on aurait dû avoir l'an dernier. Donc, pour m'autoriser au niveau de la CCVPO, ça ne nous engage pas, vous, le contrat CCVPO, à adhérer à un groupement d'achat, est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Et j'ai une autre convention pour le SDEM, et pour ça, je vais passer la parole à Francis. Bonsoir. Pour le petit rappel, la zone de la Grenouillère, c'est 4 parcelles. Nous avons signé la vente d'une de ces parcelles et je ne sais jamais si c'est lieu de développement ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est ça. Donc nous avons en septembre 2022, ce conseil a accepté l'étude par le SD pour l'alimentation électrique de cette parcelle. Nous avons maintenant la facture, enfin, le devis. Donc, parce que c'est une des conditions de vente, il faut quand même qu'on alimente en électricité cette parcelle et qu'il y aura une autre décision pour l'eau après, mais pour l'instant c'est l'électricité qu'on a sous la table. Donc le montant qui est là, par demandeur, c'est donc nous, 43 798,14 €. Voilà. Les 10 fait 29 198.
Donc on a dit qu'il fallait mettre en place les câbles d'alimentation de la parcelle et de prendre des précautions pour mettre des fourreaux au cas où dans le futur on vende d'autres parcelles qu'on ne repasse pas tout en même temps. Donc c'est soumis au vote, mais si on ne fait pas l'installation, je ne sais pas comment on peut arriver à vendre la parcelle. Alors, juste pour préciser deux choses. La première, c'est que dans la convention que vous avez reçue, il y avait une petite erreur. C'était marqué finançant les travaux d'alimentation de la zone de l'aire de la grenouillère. C'est pas de l'aire de la grenouillère, c'est de la zone d'activité de la grenouillère. Donc ça a été corrigé depuis. Mais voilà, il y avait une erreur sur la convention que vous avez reçue. La deuxième, c'est que donc en 2024, il faudra prévoir une avance du budget principal au budget de la grenouillère pour pouvoir financer ces projets, parce que nous n'avons pas d'entrée d'argent sur la grenouillère, mais que quand nous percevrons la taxe d'aménagement pour l'aménagement, dès que ça sera vendu et qu'il y aura des travaux qui seront faits sur la grenouillère, la zone d'activité et son budget seront en capacité de rembourser le budget principal de l'activité de voilà. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas les moyens sur la zone d'activité de payer ça, mais ça sera payé sur 2024. Donc pas de décision modificative pour l'instant. Des questions, des remarques? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? C'est bien l'unanimité, je vous remercie. Et ce soir, j'économise ma voix parce que je vais passer la parole à Marie-Jo pour la suite. Donc, nous allons parler de la convention concernant l'écomobilier, enfin, écomobilier et écomaison. Le nouveau cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'éléments d'ameublement, adopté par l'arrêté interministériel du 12-10-2023, publié le 18-10-2023, fixe de nouveaux objectifs de collecte séparés. Donc 45% en 2024 et 51% en 2028. Donc nous, à ce jour, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas de benne pour l'écomobilier. Mais bon, il faut qu'on accepte cette convention. Donc, trois éco-organismes ont proposé leur candidature à ce nouvel agrément, donc Écomaison, Valdélia et Valobat. Ce contrat a pour objet de définir les modalités opérationnelles et financières de la prise en charge par les éco-organismes précités, de la gestion des DEA collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets, ainsi que des soutiens relatifs aux actions en valeur du réemploi des éléments d'ameublement. Donc voilà, il faut qu'on accepte cette convention pour permettre à définir les éco-organismes qui auront ce nouvel agrément. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? J'étais fait ton boulot. Excuse-moi. J'étais partie dans ma lancée. Si personne n'est contre, on va y aller quand même, on va continuer. C'est toi qui continue, Marie-Jo. Donc je continue. Donc la convention écosystème. Donc l'écosystème. Alors là, moi j'ai une convention, mais je pense que après je vais pas envie de Thomas, sur les équipements électriques et les produits des 3E. Donc on appelle ça. C'est sur les mains. Ouais, c'est sur les mains. Ouais. Mais j'ai pas la convention des lampes. Bon alors, je vous laisse en secours. Oui. On a déjà signé, si OCAD, le nom va vous dire quelque chose, on a déjà libéré au moins une fois, si ce n'est 2 fois depuis le début du mandat à ce sujet. En fait, ils ont changé et maintenant OCAD est le coordinateur et écosystème et l'éco-organisme qui récupère l'argent. Donc la convention n'est plus la même, donc il faut qu'on adhère à cette nouvelle convention pour qu'on puisse refaire reprendre le lampes par cet éco-organisme. Voilà, quelque chose qui a changé. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, faire et défaire, c'est avancer. Ben voilà, eux ils changent, et maintenant on délibère. Tout simplement. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous remercie. Je repasse pour Citéo, Marie-Jo. Oui, alors la convention reprend un nouveau contrat multi-collectivité chez Citéo. Donc le contrat Citéo arrive à son terme le 31 décembre 2023. Avec lui, c'est également les contrats liant la collectivité pour la vente de matériaux triés issus des collectes sélectives. Il était donc proposé d'adhérer à un groupement de commandes entre plusieurs collectivités de Lyon afin d'obtenir des tarifs de revente plus avantageux.
Avant, Auxerre était le coordinateur. Ils ont décidé de quitter ce groupement de commande. Donc, c'est l'agglomération, la communauté d'agglomération du Grand Sénonais s'est proposé d'assurer la coordination de cette commande groupée. Pour cela, la convention permet de désigner le coordonnateur du groupement de son rôle. Cette convention doit être signée par l'ensemble des collectivités intéressées. Donc, au total, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 collectivités au total. Je peux vous donner donc la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, la communauté de communes Avalon, Vézelay, Morvan, la communauté de communes Chablis, Village et Terroir, la communauté de la Vanne et du Pays d'Inde, la communauté de communes de l'Ayantais en Bourgogne, la communauté du Gâtinais en Bourgogne, la communauté de communes du Jovinien, la communauté de communes du Serein, la communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne, la communauté de communes Puisé-Forterre et la communauté de communes Yonne-Nord. Donc voilà, un acte d'engagement unique sera signé avec les candidats retenus, mais chaque membre du groupement restera bien responsable de son exécution. Le contrôle des bordereaux de suivi, des tonnages et du paiement et des déclarations de CITEO. Je voulais vous dire, oui, CITEO, c'est eux qui nous trient les issus des collectes sélectives des déchets ménagers et conventions. Les membres sont liés pendant la durée du marché, c'est-à-dire que chaque collectivité peut entrer et sortir de la convention qu'à la signature d'un nouveau marché. La durée de ce marché est calquée sur la durée du nouveau contrat CITEO, 5 ans. Il est donc demandé de nommer un duo élu et technicien pour faire partie du comité de pilotage. Et il est proposé que ce duo soit pour l'élu Marie-Josée Rocher et pour le technicien, M. Thomas Souet, puisque c'est lui qui gère les déchets au niveau de la communauté de communes. Donc, est-ce que d'autres personnes, alors pour le technicien, si vous avez le droit de proposer quelqu'un d'autre, si vous souhaitez, est-ce que vous souhaitez mettre votre candidature en plus de celle de Mme Rocher? Non, on laisse ça, Mme Rocher, M. Souet. Pour m'autoriser à signer cette convention, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et du coup, Marie-Jo était. Merci. Règlement, modification du règlement du service assainissement. Luc? Oui, en fait, sur le règlement du service assainissement collectif, on avait un point qui nous manquait quand on a réalisé ce règlement. En fait, en cas de non-conformité ou d'absence de raccordement au réseau d'assainissement collectif, nous n'avions aucun moyen, en fait, pour revenir chez la personne et lui imposer la connexion. Donc, on vous demande, en fait, de rajouter dans le règlement, en cas de non-conformité, un délai de 12 mois pour mise aux normes sera accordé au propriétaire. Au terme de ce délai, une contre-visite sera effectuée à la charge de l'acheteur. C'est uniquement en cas de vente. Je suis en train de dire que ce n'est pas uniquement en cas de vente, et du coup, ce n'était pas qu'on mettre à l'acheteur à la charge du propriétaire. Disons qu'on n'a pas de contrôle systématique sur l'assainissement collectif. Le contrôle d'assainissement collectif se fait à la vente. On n'a pas instauré pour le moment. Sur les maisons qui sont à vente, ils passent, ils contrôlent. Voilà, c'est ça. Moi, je vois, j'en ai 3 à vente, là, dont 2 qui sont déjà passés en vente, et ils sont passés, contrôle, on a reçu, comme quoi l'assainissement était bon. Et on n'a pas possibilité d'aller faire de contrôle en dehors des ventes pour l'instant? Pour le moment, réglementairement, c'est pas prévu. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a remis le règlement, c'est la seule petite phrase qui était rajoutée, aucune modification. Et ça ne concerne bien entendu que les communes et leurs habitants qui sont en zonage d'assainissement collectif. Oui, Yves? Sur les sous qui ont été donnés par la maison, là, par Servino, vous l'avez remboursé? Oui. Il n'y a pas longtemps. Le titre est parti à la perception assez rapidement. Alors je ne sais pas combien de temps ils ont leur versement, mais c'est reparti. En voiture, ils n'avaient rien touché. C'est reparti dans la semaine, on en a parlé. Moi j'ai signé, je l'ai signé, donc à voir. Alors, ça fera plaisir pour Noël quand même. Exactement. Merci. Mais qui nous tiennent informés si ça n'arrive pas. Mais normalement, c'était fait. Donc. Est-ce que je l'ai mis aux voix ou pas? Non. Alors, pour acter, voter ce règlement tel qu'il vous est proposé, que cet ajout supplémentaire que lui vous a présenté, est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient?
À l'unanimité, je vous remercie. Et nous allons passer maintenant au règlement de mutualisation et je donne la parole à Gérard. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. La commission d'assainissement s'est réunie dernièrement pour revoir un petit peu le règlement de mutualisation suite à la pratique de tous les jours, bien entendu. Plein de petits détails ont dû être revus, reconsignés, reconcentrés. Vous avez tous eu la mouture par Internet. Est-ce que vous avez des questions principales, des objections, des choses à demander? C'est que tout le monde l'a lu. Vous n'aviez pas 4 heures, mais tout le monde l'a lu, c'est super bien. Bon, je laisse, on peut le mettre donc aux voix, c'est ça? Je laisse le président mettre aux voix. Merci, Monsieur le Président. Merci Gérard. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce nouveau règlement ou s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. L'an dernier, on était pressé on était à Teil-sur-Vanne. On était pressé parce qu'il neigeait, qu'il y avait un match de foot, me semble-t-il, et on avait fait un conseil communautaire au pas de course. J'ai l'impression qu'au même rythme ce soir, rassurez-moi, il y avait un match après. Ah bon? Et il neige pas encore. Point suivant. Je vais passer la parole à Marie-Jo, qui va parler de la charte de la disposition des composteurs. Donc, suite à la mise en place de l'obligation de collecter les biodéchets, nous en avons longuement discuté. Donc, on a pris la solution qui nous paraissait la moins coûteuse à ce jour, c'était la mise à disposition de composteurs. Suite à l'enquête qui avait été faite, donc certaines choses ont été vues. Donc, nous avons fait une charte de composteurs pour que, je vais vous la lire. À compter du 1er janvier 2024, la loi nous interdira de mettre les biodéchets dans les ordures ménagères. Après avis de la population, la communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Hôte a retenu la solution la moins coûteuse, à savoir la mise à disposition d'un composteur en bois. Cependant, cet équipement nécessitera votre implication. Un composteur vous sera remis gracieusement à votre demande. Il sera accompagné de la présente charte qui devra être lue et signée, ainsi que du guide du compostage qui vous aidera dans cette démarche vertueuse. On a déjà travaillé donc avec la société qui nous fournit les composteurs. Ils ont refait. Le service communication a bien travaillé sur le guide du compostage. Et donc c'est une chose qui vous sera remise en même temps que le composteur, où les choses seront expliquées succinctement pour arriver à bien l'utiliser et ne pas faire d'erreur. Donc un seul composteur sera remis par foyer. Donc nous nous sommes permis de faire un petit règlement quand même. Donc le composteur reste l'entière propriété de la CCVPO. Il est totalement interdit de le vendre, de le céder, de le détruire ou de le jeter sans accord de la CCVPO. En cas de vente du bien immobilier ou de déménagement, le signataire s'engage à laisser le composteur sur le terrain et à remplir la fiche de transmission si jointe au nouveau bénéficiaire. Donc nous avons créé une fiche de transmission qui permettra de faire le lien entre l'ancien propriétaire et la nouvelle personne. La CCVPO se réserve le droit de venir vérifier que ce composteur est bien mis en place, utilisé pour les biodéchets, et qu'il soit toujours sur la propriété. Lors de ce contrôle, si celui-ci n'est plus sur la propriété, il vous sera facturé. Donc nous avons décidé ce matin d'un prix de 60 € concernant ce composteur qui n'était plus à sa place. Alors, utilisation. Pour toute question et renseignement, nous restons à votre disposition. Afin d'utiliser au mieux ce composteur, il vous sera remis un livret, le guide compostage. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires afin de pratiquer au mieux ce compostage. Ce composteur devra rester fonctionnel et en état, charnière, couvercle, etc. Les dégradations liées à l'utilisation de ce composteur au quotidien ne vous seront pas répercutées. Cependant, compte tenu de la mise à disposition gratuite, il vous est demandé d'en assurer l'entretien courant, vis manquante. Néanmoins, si des dommages volontaires sont remarqués, la CCVPO pourra vous facturer le prix de la réparation. Et donc, chaque personne qui recevra un composteur devra signer, lire et accepter cette charte. On a fait une toute petite modification ce matin. Au lieu de nous sous-signer, on a modifié je sous-signer. C'est bon pour toi, Marino? Oui, oui. Donc,
60 € parce qu'on est sur un prix de 56 € je crois. On est Oui. sur un prix de 56 € d'achat hors taxe. On se dit voilà, si on part avec, on facturera le prix que ça nous coûte d'en remettre sur la propriété. Et puis, du coup, on sera je pense, un des territoires qui sera le plus avancé au niveau des biodéchets. Et où on pourra vraiment inciter les personnes, puisqu'il y aura alors déjà la distribution gratuite quand on va les avoir, parce que dites-vous bien qu'on n'est pas les seuls à commander des composteurs là en cette fin d'année, hein, toutes les collectivités s'y sont mises, on ne devrait pas les recevoir avant février ou mars. Oui, on avait un délai qui nous a été enlevé, donc normalement c'était prévu fin janvier. Et à ce jour, on n'a pas eu de délai. On fait quoi pendant le délai On fait ce qu'on peut. 27,90 €, ça vaut à Intermarché. Alors les composteurs sont visibles à la mairie, pas à la CCVPO, au premier étage de la mairie. Donc ceux qui veulent voir les composteurs, c'est de la belle qualité, c'est du bon composteur. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Je vous dis ça parce C'est que du composteur en j'ai vu plastique. le prix il y a quoi? Il y a 3 heures. Oui, alors après on en a vu plusieurs aussi. On a vu des composteurs en plastique, on a vu des composteurs en bois. On s'est dit que le bois pourrait mieux vieillir, que dans une démarche vertueuse aussi, c'était peut-être mieux, c'est du bois français. Enfin, voilà, c'est aussi avoir une démarche vertueuse dans ce sens-là, plutôt que de faire venir du plastique de Chine. Enfin voilà, c'est des biodéchets, c'est d'essayer de faire quelque chose pour l'environnement. Donc, on informera la population petit à petit, et quand on aura les composteurs, on verra pour les distribuer, puisqu'ils vont arriver par... on attend 60 palettes de composteurs, donc on ne va pas pouvoir les stocker très longtemps. La commission déchets va se réunir dès le mois de janvier pour savoir un petit peu comment on s'organise, comment on explique aux gens. L'idée, c'était de commencer à distribuer déjà aux personnes qui avaient répondu à l'enquête et qui étaient volontaires pour s'engager dans la démarche. Puis après, on verra pour repasser des commandes et fournir à terme l'ensemble du territoire. Pour l'instant, ça va être dans les ordures ménagères, parce qu'au 1er janvier, il y en a qui ont déjà fait attention, il y en a qui n'auront pas de solution. Voilà, nous on est en cours, on pourra le prochain les avoir fait, après ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. On était censé les avoir fin janvier, c'était repoussé à l'impossible une et tenue. Hein. Oui, donc sachant que de toute façon, il y a par rapport aux questionnaires qui ont été donnés, il y a quand même pas mal de gens qui ont déjà des composteurs, et donc je pense que les biodéchets pour ces personnes-là, ce ne sera pas un problème. Les autres, en attendant la solution, on verra dans les semaines, on n'a pas le choix de toute façon. Et puis, petite précision, effectivement, parce que le bruit court et le bruit court vite, le camion des ordures ménagères continuera de passer. Nous ne changeons rien. Il y aura tous les 15 jours la collecte des ordures ménagères, tous les 15 jours la collecte des emballages. Et la seule chose qui change, c'est que techniquement, au 1er janvier, mais on ira petit à petit nous sur une communication quand on aura distribué les composteurs, mais la loi dit au 1er janvier, mais dès que les gens auront les composteurs, c'est que les biodéchets n'iront plus dans la poubelle des ordures ménagères, mais le camion continuera de passer ramasser les ordures ménagères. La seule chose, c'est que les sacs devraient être moins gros, on devrait avoir moins de tonnage d'ordures ménagères, et à terme, la commission déchets ainsi que le conseil communautaire se pencheront sur qu'est-ce qui reste comme déchets, quelles solutions on trouve pour l'avenir, et puis voilà. Mais rien ne change dans les collectes, j'arrête pas d'entendre dire des rumeurs que les ordures ménagères ne passeront plus au 1er janvier. Si, voilà pourquoi vous avez reçu dès ce soir le calendrier de ramassage des ordures ménagères, que je vous invite vraiment à distribuer avant le 1er janvier et qui va rassurer la population quand ils vont voir que le camion continue de passer tous les 15 jours comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à ce sujet? Je mets aux voix cette charte. Est-ce que vous en faites pour les communes, pour mettre comme les poubelles En composteur, alors oui, on va y travailler comme il y a eu sur les promenades à l'archevêque. Voilà. S'il y a des choses à mettre, oui, il y en a qui seront mis en place, mais c'est pas la quantité sera bien moindre. Il y a des maisons où les gens ne pourront pas en mettre, ils n'ont pas le gens en bas. Du coup, effectivement, mais non, il va falloir s'engager avec des chartes parce que il faut que les personnes soient signataires d'une charte aussi pour utiliser le composteur collectif. Et pour le coup, Villeneuve-l'Archevêque, c'est quelque chose qu'on a mis en place en 2017, je crois. Donc, on a vraiment déjà bien essuyé les plates. On pourra utiliser les documents et tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a servi sur la commune. Pour les communes qui souhaitent le faire, ça a fonctionné bien mieux que ce qu'on pensait. Hein. On pensait récupérer des sacs poubelles, avoir tout et n'importe quoi dedans, et en fait, j'ai pas peur de dire, on est enregistré, mais que j'ai pas forcément les administrés les plus disciplinés de la petite commune. Et ça s'est quand même super bien passé. Voilà. Donc, j'ai aucun doute que ça va bien se passer partout.
Par contre, il ne faudra pas oublier que, bon, si on met ça dans les communes en place, hein, il faudra un référent par commune qui s'en occupe. C'est le problème. Nous, personnel technique, n'aura pas forcément le temps d'aller dans chaque commune. Si on met ça dans les communes, il faut que vraiment les communes s'investissent et disent, voilà, on s'en occupe. Je cherchais notre agent pour voir sa réaction. Je viens de lui faire un petit signe. Effectivement, il faut des référents, alors que ce soit élus, que ce soit habitants, hein, mais qui donnent un coup de brassage, qui s'assurent qu'il reste des copeaux en matière sèche. Enfin, voilà, un composteur collectif, c'est pas exactement comme un composteur à la maison, on n'est pas tout dedans. D'autres questions ou d'autres remarques? Je m'envoie donc pour valider cette charte composteur et en appliquant le prix de 60 € en cas de dégradation volontaire ou de disparition du matériel. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Pardon? À partir de quand moi, j'ai 2-3 personnes qui m'ont posé la question. À partir de quand on pourra faire la demande au niveau? Le problème, c'est qu'on ne va pas se faire livrer. Enfin, là, il va y avoir des ruptures un petit peu partout, hein, toutes les collectivités, donc on ne va pas les recevoir avant mars. Donc, ils pourront toujours faire des demandes, mais on ne sera pas en capacité. À la rigueur, qu'ils fassent des demandes, ça va nous permettre, nous aussi, de réguler, de commencer, de faire une deuxième commande et de savoir à peu près combien il nous en faut. Dernier point à l'ordre du jour, le pont vert de Foissy-sur-Vanne. Alors, on rencontre régulièrement, enfin, les sous-préfets se suivent et ils ne se ressemblent pas. Je dois dire que notre nouveau sous-préfet respire l'efficacité dont son prédécesseur était, je sais pas, dénué. Et les choses bougent et une solution serait en passe d'être trouvée sur la commune de Foissy-sur-Vanne. Vous avez derrière moi le plan. En haut, vous avez la vue. Donc, vous voyez, quand on est sur le pont, juste après le pont, on a le portail ouvert, mais par le portail qui est fermé. Et quand le portail des entreprises est fermé, on ne peut plus rentrer. On ne peut surtout plus traverser. Hein. On traverse le pont, puis on ne va nulle part. Et puis, vous allez voir, je vous ai mis la vue en dessous. Donc, la flèche, elle est juste après le pont, la petite flèche bleue. Et quand on descend, juste après, il y a un virage. L'idée de monsieur le sous-préfet des entreprises de la commune, avec une estimation des coûts de travaux, Jeannette, à combien? 1 500 000 avec le pont provisoire. Ah ouais, parce qu'il y avait un pont provisoire à faire en attendant de pouvoir refaire le nouveau pont. Donc, on avait peur quand on a vu le chiffrage des travaux, et puis finalement, il y a eu le chiffrage du pont provisoire en attendant de finir les travaux de l'autre. Donc, ça montait. L'idée, ça serait que la commune, je m'en parlais de ça, Jeannette. Ah, mais je te laisse faire. Que la commune puisse céder le pont pour l'euro symbolique aux sociétés, aux entreprises qui sont de l'autre côté du pont. La difficulté, en fait, c'est que juste après ce pont, et vous le voyez sur la vue de haut, juste après ce pont, il y a un virage. Et quand le tracteur du SMIRMORC tourne, la remorque, en fait, à l'arrière, va rouler sur le bord du pont et sur la passerelle qui avait été faite. Et il faudrait donc que le pont soit dans l'axe de la route. Vous l'avez compris, l'idée, c'est pas de déplacer le pont, c'est donc de récupérer une bande de terrain de l'autre côté. Cette bande de terrain, pour des raisons pratiques et pour que ça se passe avec plus de facilité, j'ai proposé que ce soit la communauté de communes qui l'achète. On parle d'à peu près de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, le grand maximum, c'est pas grand-chose. Si on achète cette bande de terre, c'est la condition pour que les entreprises récupèrent le pont. Ça veut dire qu'on va pouvoir envoyer des camions dans l'axe sur le pont, et quand ils vont sortir, ils sortiront tout droit, ils auront plus ce virage juste après. L'agriculteur, pour l'instant, enfin le propriétaire, c'est pas l'agriculteur, la propriétaire du terrain, les propriétaires, c'est un terrain en division, les trois sont favorables à cette vente. On a des courriers des trois qui nous disent qu'ils sont favorables à effectuer cette vente, pas l'intégralité de la parcelle, mais partie de la parcelle. Monsieur le sous-préfet souhaiterait aller vite. Les conseils communautaires, c'est pas tous les 4 matins. Le terrain n'est pas borné.
Ça veut dire que je sais que c'est la parcelle ZI38, mais ZI38, c'est l'intégralité de la parcelle. Et ils ne sont pas vendeurs de l'intégralité de la parcelle, et nous ne sommes pas acheteurs de l'intégralité de la parcelle. Je voudrais vous demander d'autoriser le bureau communautaire, c'est-à-dire les vice-présidents et le président, à pouvoir m'autoriser à signer cette vente. En donnant le nom de la parcelle, c'est-à-dire qu'on va faire borner le terrain, et le nom de la parcelle, il arrivera seulement à ce moment-là, le numéro de la parcelle, pour l'instant je ne l'ai pas. Et surtout, à valider le prix d'achat en bureau. Parce que si ce soir, je vous demande de me donner un prix maximum, j'ai bien peur que ce terrain, je le vende le prix maximum. Enfin, je l'achète, pardon, le prix maximum. Donc, pour des raisons pratiques et un petit peu logiques, je vais vous demander en fait de valider les tarifs, de déléguer ce pouvoir-là au conseil, au bureau communautaire, qui du coup validera la parcelle dès qu'elle aura été bornée et validera le prix d'achat. Donc moi j'irai négocier avec les propriétaires du terrain. Et ensuite on pourra passer, donc moi monsieur le sous-préfet m'a engagé à ce que cette délibération passe au contrôle des légalités et qu'ensuite au sein du bureau on puisse prendre une décision sur à la fois le nom de la parcelle, ça ne fait pas comment décider, mais la taille de la parcelle définie et son montant. Ça sera notre contribution à ces travaux. Il y a quelques temps, on était parti sur des montants importants, peut-être jusqu'à 50 000 € de participation de la communauté de communes. On ne sera absolument pas sur ces montants-là, bien entendu. Je vous ai parlé de 2 à 300 mètres carrés. 200 mètres. Oui, 200 mètres carrés, je pense que c'est suffisant, mais voilà, on va faire ça précisément. Je préfère être large aujourd'hui, puis revenir dans 6 mois en vous disant finalement c'était que 200. Et puis, ça nous permet du coup d'avancer, de le faire borner dès le mois de janvier, et puis si on trouve un compromis, signer un compromis de vente dès la fin du mois de janvier, comme le souhaiterait monsieur le sous-préfet, de signer sans avoir besoin de vous réunir. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques à ce sujet, oui. Donc là, ce serait la communauté de communes qui ferait l'acquisition du terrain. Et pourquoi ne verserait-on pas une subvention à la commune de Poissy pour qu'elle fasse les travaux elle-même, la valeur des travaux, plutôt que l'Interco achète ce terrain? Là, il appartiendrait directement à la commune de Poissy. Je sais pas, je me pose la question. On ne peut pas? Alors, sans que je puisse rentrer dans les détails, il n'y a pas d'histoire de travaux à faire. Hein. C'est juste. Non, mais plutôt qu'on ait cette petite parcelle-là, qui servira pour ce pont. Cette parcelle, à terme, elle sera certainement vendue aux entreprises. Ça va se négocier avec le propriétaire actuel du terrain. Si le propriétaire nous dit, bah non, par contre, moi je ne m'entends pas avec les entreprises, je ne veux pas que vous leur revendiez. On a besoin de cette parcelle pour éviter une dépense d'1 500 000 €. Donc voilà pourquoi les négociations sont un petit peu. Et il est plus simple, je pense, on est d'accord, Jeannette, que ce soit la communauté de communes qui l'achète plutôt que la commune, parce que dans les communes, des fois, il y a des choses, il y a des désaccords, il y a des choses qui font qu'on n'est pas d'accord et qu'on peut être d'accord à vendre avec quelqu'un d'autre. Si la vente est plus faite avec la commune, je ne serais pas intervenu, j'aurais laissé Madame le maire faire. Ça semble. Enfin, voilà. J'ai réussi à obtenir un accord que Madame le maire ne réussissait pas à avoir avec un des propriétaires. Donc, voilà. Ça se passe bien avec les 3 propriétaires, donc c'est pour ça que je propose que ce soit la communauté de communes qui fasse l'acquisition de ces terrains. Après, est-ce que ça sera revendu à la commune? Est-ce que ça sera revendu aux entreprises? Est-ce que. Voilà. Pour le coup, on va effectivement. On sera propriétaire de ce terrain, on verra ce qu'on en fait. On verra ce qu'on en fait, mais c'est surtout qu'on aura solutionné ce problème. C'est de la terre agricole. Oui, c'est un champ. Oui, c'est un prêt. Il y a déjà eu des négociations qui ne sont pas allées au bout, donc voilà. Donc vous comprendrez que je ne souhaite pas rentrer particulièrement dans les détails ce soir, parce que voilà. Enfin, si tu me donnes ton accord pour mettre des éléments. Pardon? Tu me donnes un accord pour comme des éléments de terre agricole, ok, t'es pas cher, c'est bon. Oui, et par contre, il n'est pas impossible qu'on l'achète un peu plus cher que des terres agricoles, Patrick. C'est obligé. C'est pas un terre agricole, c'est que 10 000 € l'hectare. Mais l'hectare, c'est 7 000 €. Oui, L'hectare, c'est 7 000 €. Moi, c'est 4 000 €. Non, mais bon. Il a proposé 500. C'est l'argent. De toute façon, si ça te plaît, après, ça. Même, de toute façon, vous voulez l'acheter.
me propose que vous m'autorisiez à signer le compromis. Et on passera derrière en conseil communautaire. Déjà, il y a toujours un temps entre la vente et le compromis, ce qui permet de pas retarder les choses. Donc voilà, je ne vais pas vous donner pour l'instant ni le prix exact, ni le numéro de la parcelle. Ça n'existe, on ne l'a pas. Mais voilà, au moins c'est le compromis et avancer, et on validera ensuite en conseil communautaire. Cette solution vous irait? Est-ce que vous avez des remarques ou des questions à ce sujet? Est-ce que quelqu'un est contre? Vaut mieux que tu aies un prix avant. Hein. Après, Mais quand on va avoir le compromis. À un moment du compromis, il y aura un prix. avant, hein, parce que je connais l'oiseau. Hein. Au moment de la signature du compromis, on aura le numéro de la parcelle qui sera cadastré et on aura le prix de vente. Avant de mettre le géomètre là-dedans, il faut déjà que tu aies tout ça. Hein, parce que... On va négocier tout ça, t'inquiète pas. Mais je le sais très bien. Mais voilà pourquoi il faut comprendre que je ne vais pas vous demander un montant maximum. Imaginez que je vous demande de pouvoir aller jusqu'à 15 000 €. Il y a de grandes chances que la négociation s'arrête à 15 000 à ce moment-là. Enfin, on a besoin de cette parcelle de terre, donc il faut que ça soit raisonnable. Et je ne peux pas vous demander de me donner, je vous rassure, je n'en fais pas 15 000 €. Hein. Demande à mon plus tard, il va t'en parler. Je remonte, ouais, est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Jeannette, on a peut-être une solution. Merci, oui, presque merci à tous, merci. C'est pas encore fait, hein. Je pense qu'il y a des choses à faire avant. Merci Jeannette, ça va. Mais on a avancé avec le nouveau sous-préfet, on a avancé. Et Sébastien, c'est quand même un bien négocié. Alors, j'ai plein de petites informations. Bon, n'hésitez pas à allumer vos micros si vous voulez qu'on vous entende et surtout que vous soyez enregistrés parce que je pense nous on vous entend un peu près mais je ne suis pas sûr qu'à la diffusion de la vidéo on vous entendra. Quelques petites informations. Alors je vais dans l'ordre du calendrier, mais après je vais passer la parole. Donc les vœux de la communauté de communes se dérouleront le 26 janvier à 18h30 à Rateau. Commune de Bagnols, mais dans la belle salle des fêtes de Rateau qui nous a accueillis la dernière fois. 26 janvier, 18h30, heure du conseil communautaire, on n'a pas changé d'horaire. Mais pour ceux qui le souhaitent, vous serez les bienvenus à partir de 17h pour visiter vers le centre de secours de Lyon-Archevêque les nouveaux services techniques. Gérard va vous en parler tout à l'heure, mais on fera une inauguration, pas vraiment, on fera une visite des services techniques donc, qui sont désormais opérationnels, que les agents peuvent utiliser. Donc ce sera le moment de vous les présenter, donc à partir de 17h. Et ensuite on partira pour la commune de Bagnols à Rateau pour 18h30. Et puis je vais passer la parole à Annie pour la CTG. Je vais repartir avec les questions. Donc encore une fois, voilà, je vous reparle de la CTG. Je ne fais pas que ça, rassurez-vous, hein, la CTG, ni à la commune, ni dans le cadre de la communauté de communes. Bref, vous vous souvenez pour les maires qui étaient élus avant les élections de 2020, il avait, en 2020, donc tout au début de l'année, une convention avait été signée, une CTG avait été signée avec la commune. Donc cette CTG se termine là en 2023, à la fin de l'année, et naturellement, il fallait en faire l'évaluation. Donc nous avons déjà eu des ateliers, certains maires ont participé, pas suffisamment, mais bon, voilà, c'est la réalité. Donc à ces ateliers sont également venus les représentants d'institutions, d'associations et directeurs, directrices des accueils de collectifs de mineurs. Donc nous vous proposons jeudi 11 janvier à 14h à la salle des fêtes de Pont-sur-Vanne une présentation de l'évaluation de cette première CTG ainsi qu'une présentation de la prochaine démarche pour la période 2023-2026. Voilà, vous allez recevoir bien entendu des invitations. Justine s'en charge, n'est-ce pas? Alors on peut déjà... je ne sais pas. 14h. 14h. J'ai pas... 14h, oui, pardon. 14h.
Tout à l'heure, nous avons voté une convention avec la MSA. Donc, un temps sera également consacré à la présentation du projet de territoire grandir en milieu rural. Donc, pour la MSA, dont la convention sera signée pour 2022-2025. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Venez nombreux, je crois que cette convention et ce projet territorial vont vraiment le coup. Peut-être certains n'ont pas, comme moi la première au début, j'y croyais pas un peu. Ça serait dommage, c'est vraiment une avancée pour notre territoire. Donc soyez présents, messieurs les maires ou les élus, enfin les adjoints, dans la mesure du possible, soyez présents. Merci. Merci Annie. Alors effectivement, pour que vous soyez nombreux, ça concerne la jeunesse, l'enfance de votre territoire. Il y a aussi des questions de mobilité dedans, mais c'est vraiment important. Vous avez tous des enfants, même si vous n'avez pas d'accueil de loisirs, même si vous n'avez pas d'école, vous avez tous des enfants sur votre territoire, sur vos communes. Donc vous êtes tous concernés, puisqu'ils fréquentent les services des communes qui ont des services périscolaires ou qui ont des écoles. Donc vous avez votre mot à dire, vous pouvez venir faire des choses. Il y a des communes qui se sont lancées, comme Courgenay à Maurice, comme Arc, dans des nouveaux services. Donc voilà, vraiment, j'espère que vous serez nombreux. Et la deuxième raison pour laquelle je souhaite que vous soyez nombreux, c'est que lors de la précédente mandature, nous avions présenté la CCG en conseil communautaire. Vous avez vu que je ne fais pas de présentation des conseils communautaires parce que je trouve que les réunions parfois sont longues et que des grandes présentations avant, vous n'accrochez pas forcément. Donc cette CTG ne vous sera pas présentée dans le détail du conseil communautaire. J'en dirai les grandes lignes au moment du vote, mais si vous voulez savoir ce qu'il en est, il faudra vraiment participer à cette réunion où il y aura la CAF qui interviendra. Il y aura Madame Martinet, notre agent, donc le chargé de mission sur cette convention qui sera présente également. Voilà, c'est vraiment le moment. Et ensuite, sur les différentes réunions, là on a fait le bilan, mais après ça va être les différentes réunions, on va mettre les actions en place de tout ce qui va pouvoir être fait. Moi, je voulais juste dire un petit mot. Donc, j'ai participé aux différents ateliers. Pareil, j'accrochais pas du tout la CTG, ça me paraissait ailleurs, autre chose. Et je me suis vraiment impliquée et je pense que c'est très intéressant. Chaque commune devait nommer un délégué, logiquement. Donc, je ne sais pas si vous l'avez tous fait à ce jour, mais c'est vraiment intéressant. Il ne faut pas louper ça, parce que c'est vrai que c'est important pour notre territoire. Merci Marie d'avoir rappelé. On vous a demandé un délégué. On n'a pas demandé de délibération. On ne vous demande pas forcément de prendre une délibération en conseil. On souhaiterait simplement un élu qui a envie de s'engager dans votre conseil. Vous avez un pétain qui est plus sur ce genre de choses. Là, vous pouvez nous l'envoyer. L'idée, c'est qu'il participe et qu'il contribue à ce travail collectif. Donc, vous n'êtes pas délibéré, c'est pas grave. Généralement, les élus ne se battent pas pour y aller, mais vous en avez toujours un qui a quand même plus envie et qui peut nous apporter des choses. Je vais passer maintenant la parole à Gérard pour les travaux. Merci, je vais essayer de faire court comme d'habitude. Donc oui, au niveau information, au niveau travaux pour 2023, donc comme le président vous l'a stipulé tout à l'heure, les locaux des agents sont terminés, ils ont pu intégrer le lendemain dans des conditions, on va dire, normales. C'est vrai que le matin en arrivant, au lieu d'avoir moins 10 ou moins 12 en local, on a 18, c'est quand même bien. Voilà, donc venez les visiter avant les vœux du président. Dans l'année, nous avons aussi effectué 9 dalles sous PAV, donc ça représente quand même 230 mètres carrés sous les PAV qui apportent un peu de facilité à l'agent qui nettoie autour des PAV. Le défichage de la zone de la Grenouillère ou de Chigy aussi, là, qui justement, comme Francis vous en a parlé dans l'entrée, en début de conseil, pour pouvoir qu'on puisse vendre ces parcelles. La toiture du SIVV qui est en cours sera terminée avant Noël, c'est pareil, entretien un peu du patrimoine. Voilà, et je voulais terminer en remerciant le personnel de leur collaboration sur toute l'année, c'est important, et les félicitations pour l'extension du permis BE à Xavier. Ça n'a pas été simple, mais on y est arrivé. Enfin, il y est arrivé. Merci. Je vous ai vu réagir quand Gérard a dit qu'il faisait moins de 12 dans les ateliers. Alors, peut-être pas moins de 12, mais quand vous prenez votre poste et que la cafetière est gelée, c'est pas très accueillant. Et c'était les conditions de nos agents.
Donc voilà, quand ça gelait, le hangar avait aucune isolation d'un chauffage, donc c'était gelé, la cafetière était gelée, et ce jour-là, vous ne pouvez même pas un café pour vous réchauffer, parce que c'est pas possible. Donc c'était indispensable. J'ai oublié aussi, pendant l'occasion, l'éclairage du hangar qui disposait que d'un seul néon pour la totalité. Donc, et l'alarme. C'est bien de dire qu'il y a une alarme. Oui. Merci. Et je vais repasser la parole à Marie-Jo, qui va nous parler des zéro déchets, des travaux de la déchetterie, Plein de choses. on va parler plus que moi, ça. Voilà. Donc moi je voulais vous faire un petit récapitulatif qui m'a été transmis par Gérard concernant le nettoyage des PAV. Vous savez qu'au quotidien, voilà. Donc ça représente, pour vous donner un peu une idée, 4 mètres cubes par semaine en moyenne. Donc 210 mètres cubes pour une année. Soit environ 30 000 € par an de traitement. 3 jours de ramassage par semaine, 170 km par semaine, soit environ 15 litres de carburant par semaine, donc 700 litres par année, ce qui représente la somme de 12 500 €. Il faut rajouter à cela le salaire avec charge de l'agent et les entretiens du véhicule et de son usure. C'est pour rendre compte, voilà. Alors, je voulais revenir faire un petit. Non, c'était juste pour le dire, pour vous montrer que ça coûte cher, la sécurité de nos administrés coûte cher. C'est bien de le rappeler. Alors, je voulais faire un point sur la déchetterie, donc de Villeneuve-Archevêque. Là, il y a moins. Je vais vous laisser régler le chauffage, parce que sinon vous m'écoutez pas. Vas-y, Marie-Jo. C'est bon. Donc, je voulais faire le point sur la déchetterie de l'Archevêque. Donc, la société BMACO, le permis est presque déposé. L'envoi des dossiers sont faits en janvier 2024. Les appels d'offres, logiquement, si tout va bien, prévus fin février. Le début des travaux possibles, avril 2024, selon la grille, parce que ça, voilà, on attendra. Donc, voilà, ça avance bien. La prochaine commission, j'appelle ça commission poubelle. Donc en janvier, nous parlerons de la distribution des composteurs. Quelle solution pour la déchetterie pendant les travaux? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que Villeneuve est obligé de fermer, évidemment. Voir, évidemment, on avait parlé un petit peu, on a déjà discuté, les craies, vous appelez ça? À voir, pour faire une déchetterie provisoire. Nous serons sûrement obligés d'aménager aussi les horaires de la déchetterie de Cerisier, puisque si les gens vont pas 1 heure, certaines choses, parce que tout ne sera pas pris sur le plateau des crèves, il faudra bien que les gens se déplacent en déchetterie sur Cerisier. Et puis voilà, le délai, je vous en ai parlé, donc pour les composteurs. Concernant aussi les nouveaux marchés, donc la déchetterie de Cerisier, le marché était arrivé en phase finale, donc nous le renouvelons pour 1 an. Thomas a super bien travaillé, donc la demande de marché est partie. Et après, qui va suivre rapidement, c'est le ramassage des OM et les corps creux. Donc ça, voilà, ça va être des marchés qui vont être renouvelés. Alors maintenant, je vais vous parler de la petite affiche que je vous ai mis, défi zéro déchet. Donc ce défi zéro déchet a été mis, c'est suite au contrat objectif du Nord de Lyon, qu'on appelle le COP-NI. Donc qui nous permet, donc nous il y avait il y avait 2 dimensions, donc il y avait accompagner chaque EPCI, on a différentes choses, et nous, donc il y avait la sensibilisation au grand public, les déchets, la mobilité et l'alimentation durable. Donc nous, ce défi famille zéro déchet, rentre dans la phase 2 qui sont les déchets. Alors, un peu le contexte, je vais résumer. Le contrat d'objectif territorial du Nord de Lyon a été signé entre l'ADEME et les 4 communautés de communes, donc le Joguignan, le Gâtinais en Bourgogne, Lyon Nord, Laval et Pays d'Hôte, afin d'accompagner celle-ci dans le programme Territoire engagé pour la transition écologique pour une durée de 4 ans.
Ce programme vise à impulser une dynamique territoriale de la transition écologique. Donc il y a 4 actions. Donc on fait partie de la deuxième, je ne reviendrai pas sur les autres, c'est pas mon rôle. La description de l'action. Le périmètre du défi. Le défi famille du Nord de Lyon est une action visant à mobiliser les familles des 4 PCI signataires du COP autour d'un jeu de réduction des déchets au sein du foyer. Aussi, le défi se déroulera à l'échelle des 4 intercommunalités du Jovinien, du Gâtinais, Lyon-Nord, Laval et du Pays d'Or. À noter que ces territoires organisent pour la première fois ce défi famille zéro déchet. Ce défi a été conçu dans un esprit de souplesse et de simplicité. L'enjeu de la mission. Le périmètre de cette action constituera un enjeu pour l'animation du défi, sachant que les familles seront éloignées les unes des autres, parce que le but c'est de trouver environ 16 foyers, c'est-à-dire 4 foyers par interco, qui voudront bien jouer, parce que c'est une sorte de jeu, hein. Enfin, on le présente comme un jeu pour motiver un peu les gens. Donc jusqu'à 16 foyers pourront participer à l'opération. Voilà. Le défi se déroulera sur 4 mois. Donc ce défi sera sur une durée, le premier semestre 2024. En janvier, on va essayer de trouver les 4 familles pour nous, parce que bon, moi, si on en a les 4, ce serait parfait. Donc c'est pour ça que je vous ai remis la fiche où tout est expliqué, tout est notifié avec un QR code. Vous pouvez aller voir, il y a des adresses mail, vous pouvez tout trouver les renseignements. Que dire d'autre? Donc je vous ai préparé des petits flyers et des grandes affiches. Je souhaiterais. Non, je souhaiterais que vous communiquiez bien cette info sur vos panneaux Pocket, intramuros, ceux qui ont des supports. Voilà, parce que les préinscriptions auront lieu en janvier-février. Je serai référente de ce défi zéro déchet, la commune de Beaumont étant commune témoin. Enfin, oui, disons. Voilà. Donc voilà, il faut vraiment inciter les gens à participer. Alors c'est vrai que je n'ai pas encore tous les aboutissants. Il y a plein de choses, hein, donc il y a bien, voilà, les préinscriptions surtout, essayez déjà de trouver ces familles qui seront bien accompagnées. Hein. On a un comité de pilotage qui sera mis en place. Voilà, donc diffusez. Après, le tour. Donc je compte sur vous pour essayer de motiver quelques familles. Merci. Je te laisse passer le micro à Dominique. Alors, moi je voulais vous dire quelques mots sur les projets que nous avons en 2024. Nous voulons profiter de l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 pour promouvoir notre territoire. Donc pas simplement en termes de sport, mais aussi en termes d'art, de culture, de patrimoine. Donc dans ce cadre-là, nous avons plusieurs projets. Nous travaillons sur plusieurs projets qui se situeraient donc à Courgenay, à Cerisier, à Cerilly et à Villeneuve-l'Archevêque. Alors c'est le projet des Jeux satellites de Courgenay qui est le plus avancé. Il va se dérouler sur 2 jours, au mois de juin 2024, les 8 et 9 juin. Et il y a un certain nombre d'animations sportives qui sont envisagées, donc marche, course, vélo, hand, tir à l'arc, basket, foot, tennis de table, pétanque. Également des concerts, du théâtre, des expositions. On prévoit d'organiser des expositions sur le patrimoine de ce territoire, c'est-à-dire sur l'abbaye de Vauduisant, sur la forêt de Vauduisant avec les dolmens, les menhirs, l'éolienne, etc. On va aussi, ce sera aussi un lieu de rassemblement des associations qui permettront aux différents participants de connaître les associations du territoire, également des producteurs locaux. Donc c'est vraiment un ensemble où on aura une animation qui se déroulera à la fois au City-Stade de Courgenay, également au camping, à l'église, au théâtre de Verdure. Donc les écoles sont également mobilisées,
afin de faire participer au maximum les élèves, les échanges avec les adultes entre générations, un beau programme sur 2 jours. Le point phare, ça sera quand même le samedi, puisqu'on aura le support du comité départemental olympique, qui organisera également des spectacles de danse, des animations sportives, etc. Le deuxième projet, le projet de Cerisier, est essentiellement sportif. Il tourne autour d'un projet olympiade qui rassemblera toutes les associations sportives du territoire, donc en proposant des mini-challenges sportifs et puis un certain nombre d'activités variées au niveau du sport, tir à l'arc, mur d'escalade, etc. Donc dans ce cadre-là, nous travaillons conjointement avec l'UFOLEP et la POF. Le troisième projet à Sérilly est en partenariat avec Haute-Paris. Pour l'instant, nous sommes en discussion avec eux, puisqu'il y a des problèmes de sécurité qui se posent, donc ils sont obligés de participer avec nous. Donc, on a l'idée d'un projet commun avec eux, qui tournerait là aussi autour de l'art, des spectacles, du territoire local avec des artisans. Et ils nous donneraient probablement, ils ouvriraient la source à cette occasion-là. Donc on utiliserait le parc du château. On n'est pas sûr encore à 100% d'avoir le château, et pour l'instant c'est un projet avec eux. Le quatrième projet, ça serait à Villeneuve-l'Archevêque un opérabus en coopération avec le conseil départemental. Donc c'est en fait une scène qui est mise à disposition qui permet le rapprochement des artistes et de la population, des jeunes en particulier, mais pas que, pour leur faire connaître tous les domaines artistiques. Bon, il y a pas mal de possibilités également. En dehors de ça, ce qu'ils appellent une rando lyrique, c'est utiliser le patrimoine de nos forêts pour, avec un guide, faire partager la forêt et le champ, par exemple, de projets qui sont donc voilà les quelques. Et puis bon, évidemment, tous les projets que chacune des communes peut continuer à développer en parallèle. Merci Dominique. Francis, tu nous parles un peu du code ? Contrat d'objectif territorial. Il est bon de traduire. Notre communauté de communes participe, comme l'a dit Marie-Jo, avec 3 autres communautés de communes dans ce qu'on appelle le donut, tout autour de Sens, de Sens, financé par l'ADEME pour travailler sur tous les aspects de transition écologique. Nous avons donc le PCAET, Plan Climat, Air, Énergie Territoriale. Nous parlons de pacte. Le plan, ce n'est pas des échecs, c'est le plan alimentaire territorial. Nous parlons du COT. Donc nous avons des activités. Alors, nous sommes un petit peu en retard par rapport aux 3 autres parce qu'il a fallu que Justine nous rejoigne. On va pouvoir maintenant se lancer à fond dans le sujet. Je voulais attirer votre attention parce qu'à la réunion d'hier, ce qu'ils appellent le comité de pilotage, la COPIL, l'ADEME nous a remis un petit document. Vous avez la copie. Ça a été copié. Donc, l'ADEME lance un réseau unique d'élus référents transition écologique et énergétique et souhaiterait qu'il y en ait un dans chaque commune, dans chaque PCI et éventuellement dans chaque région. Donc, vous avez la documentation, vous avez le QR code si vous voulez vous inscrire, vous pouvez voir ce qui est possible, ça vous tenir au courant de ce qui se fait. L'ADEME vous met dans la page, peut vous aider sur la rénovation et performance des bâtiments publics, des choses comme ça. Donc, l'ADEME insiste pour qu'il y ait le maximum de gens référents dans chaque commune, chaque EPCI. Donc vous avez la documentation et suivant votre intérêt pour le sujet, vous pouvez vous inscrire. Merci Francis. Est-ce que je dis quelque chose ?
Non. Je ne vous ai pas lu que c'est juste qu'au niveau de l'assainissement, il n'y avait rien de particulier. Non. Il n'y avait pas de questions diverses, il n'y a donc pas ce point, puisque je rappelle qu'elles doivent arriver avant. Effectivement, il y a une réunion PLUI demain à la salle, alors normalement à la salle Paul Bert. Oui, Daniel. Les questions doivent être envoyées 48 heures à l'avance. Oui. Tu en as envoyé une? Et mardi, c'était trop tard. J'en ai envoyé une aussi. Ah, on a reçu des questions de personnes. Eh ben, alors, je vais vous faire confiance et je veux dire qu'il y a eu un raté de notre côté, donc allez-y sur les questions et on prendra après. Je reviendrai sur le PLU et la salle de Nicole, désolé, du coup, je n'ai pas pu les préparer, je les ai pas reçus avant. Non, moi, ça concernait suite à la. Le micro. Oui, suite à la réunion qu'on a eue au SDY, donc ils nous proposaient une adhésion au cadastre solaire. Et en fait, on était quasiment des seules communautés de communes qui n'adhéraient pas pour l'instant à ce cadastre solaire. Nous, ça nous semble intéressant pour notre commune, parce qu'on aimerait bien savoir où on peut placer du photovoltaïque. En fait, c'est ça, un cadastre solaire. Et donc l'adhésion est de 20 centimes par habitant. On a déjà délibéré pour. Non, on n'a pas. Et on ne l'a pas validé justement parce que ça le rendait public et ça permettait à toutes les entreprises de l'utiliser pour aller faire du démarchage sur nos collectivités. On l'a vu en conseil communautaire, on va lui autoriser à le signer et le conseil suivant on l'a vu et on a dit finalement on n'y va pas parce que ça va lancer sur du démarchage. Du coup, chaque commune peut y aller ou pas, mais attention à la petite ligne qui dit que le Y n'est pas responsable en cas de démarchage. Moi, j'étais cette semaine moi démarché, je les ai reçus pour voir ce qu'il en était. Ils ont les vraies entreprises ont des outils en ligne pour savoir comment sont exposées nos toitures et comment nous proposer quelque chose. Là, le problème, ça veut dire que n'importe qui pourra venir, puisque l'outil sera en ligne, et pourra venir en disant « Oui, je suis sur le site de la petite commune, je viens vous démarcher de la part de la petite commune et du syndicat. » Voilà, un truc bien sérieux, alors que pas du tout. Et voilà pourquoi on n'y était pas allé finalement, parce que c'était une décision du conseil communautaire. Non, mais en fait, ça a été sur 2 fois parce que c'est passé. Finalement, au moment de la signature, j'ai eu un doute, donc j'ai repassé aux concessions et finalement, la on n'y va pas. C'est le bouton central. Question sur les aires. Les aires devront pour la fin décembre, aussi bien à la préfecture, l'installation des parcs photovoltaïques. Voilà. Alors, je me suis concerté avec les présidents d'autres intercommunalités qui ont fait, comme moi, le choix de ne pas se positionner. Actuellement, je vous rappelle que nous ne sommes pas en fiscalité unique, c'est-à-dire que quand vous installez des panneaux photovoltaïques, quand vous installez des éoliennes, vous récupérez de l'argent, même si une partie de l'IFER revient à la communauté de communes, et je sais qu'il y a des débats là-dessus, mais j'y peux rien, c'est ce qui nous est redonné. Si demain, je flèche, je ne pourrais pas flécher tout le territoire. Demain, je vais flécher qui? Je vais flécher Beurre-sans-Lot parce qu'il y a un projet, je vais flécher Tey-sur-Vanne parce qu'il y a un projet, enfin j'en sais rien, je dis comme ça, hein. Mais ça veut dire que je vais favoriser certaines communes et interdire à d'autres communes d'en avoir. Tout comme vous, en tant que propriétaire, en tant qu'élu, vous allez pouvoir flécher des terres qui appartiennent à certaines personnes, ou certains, et puis priver le copain d'à côté d'avoir quoi que ce soit. Certaines communes ont fait le choix de zoner l'intégralité de leur territoire. Je ne suis pas sûr que ça va passer non plus. Mais voilà pourquoi je n'ai pas pris le choix de zoner et de vous proposer quoi que ce soit ce soir, parce que j'ai d'autres présidents à l'intercommunalité qui ont fait le même choix en disant ce n'est pas à nous, communauté de communes, d'aller flécher où il y aura des éoliennes et où il y aura du photovoltaïque. Notre PLUI actuellement nous autorise de mettre du photovoltaïque partout. Si demain je vais flécher l'Apostole et que je ne flèche pas l'AI, ça veut dire que l'AI ne pourra pas mettre de photovoltaïque sur sa commune et sera privé de ce type de recettes. Alors peut-être que le jour où on sera en fiscalité unique et que toutes les richesses reviendront à la communauté de communes et qu'on aura une clé de répartition et on redistribuera à tout le monde, peut-être qu'on pourra à ce moment-là flécher certains territoires en disant ben voilà, là c'est mieux parce que l'exposition sur l'Apostole elle est meilleure qu'à l'AI, donc on va flécher l'Apostole.
Ça veut dire que l'Apostole aura du photovoltaïque et que l'ensemble des communes de la communauté de communes bénéficieront, entre guillemets, de ces richesses. Et voilà pourquoi je n'ai pas fait ce choix de flécher des communes ou des terrains en particulier et pas d'autres. La non-représentation. Mais la non-représentation de la communauté de communes de la Vanne et au futur comité des examens de gestion de nos dépôts de candidature, ne risque pas de nous pénaliser. Est-ce que les communes, vous êtes déjà positionnés vous, par rapport à ces terrains? Oui. Alors, moi, je veux bien me positionner, hein, mais sur qui je me positionne? Moi, je pense que de toute façon, c'est pas la communauté. Pour moi, je pense que pour les aides à ER, c'est pas la communauté de communes de se positionner. C'est à chacun de nous de le faire. Ce que je regrette, c'est que la DDT apparemment vous a contacté pour nous faire au moins une présentation de ça. Et on est une des seules, apparemment, communauté de communes qui n'ont pas répondu à la DDT. Pour avoir une présentation, après chacun fait ce qu'il veut. Mais on aurait pu bénéficier d'une présentation, enfin, voilà, tous, et chacun fait ce qu'il veut après. Je n'ai pas Moi, reçu... j'ai contacté la DDT pour avoir des Je n'ai pas reçu cette sollicitation. On avait posé une question avec le sous-préfet lors de la réunion. On n'avait pas répondu, qui proposait de faire une présentation à une PCI. Et ben, nous n'avons pas eu de réponse de votre part. Je ne l'aurais pas refusé, puisque une des questions qu'on avait posées avec le sous-préfet quand il était venu, le nouveau sous-préfet, quand il était venu, quand j'étais réuni à Pont-sur-Vanne, concernait justement ces zones. Et vous vous rappelez la réponse qu'il nous a faite, qui était quand même plutôt vague en nous disant que. Voilà, c'est une question qu'on lui avait posée. Donc, à ce moment-là, on ne nous avait pas proposé c'est quelque chose qui était assez flou aussi. On n'a pas proposé. Et voilà, si la DDT nous avait proposé quelque chose, je vous l'aurais proposé parce que. Comme vous, j'aurais été preneur, mais on va leur poser la question. J'ai aucun souci avec ça, mais effectivement, j'aurais pas été contre une présentation. Vous faites tous, enfin, ça défaut de vous présenter. Oui, on va le faire pour la CTG, je l'aurais fait de la même façon pour ça. Madame Mirol, je crois, qui m'a dit qu'on n'avait pas eu de réponse de votre part. Ou alors, peut-être à rater notre part, mais j'en ai aucun souvenir. Enfin, ils savent nous relancer quand ils veulent faire les choses et que. Monsieur Charlet aussi m'a dit qu'il n'y avait pas de nouvelles de la position. On va prendre contact avec eux pour voir ce qu'il en est. C'est une présentation que vous avez faite et vous sera faite. L'idée, c'est pas du tout de bloquer des informations. Hein. Enfin, Après, bon, normalement, la date butoir, c'est le 31-12, mais il parle, de toute façon, il n'y aura pas assez de zones de déclarer, de demander, il n'y aura pas assez de surface. Donc, début 2024 et ces premiers mois, on aura, ceux qui le veulent, encore la possibilité de le faire. Mais bon, après, il faut savoir que ça ne va pas interdire les projets, même si on n'a pas de ZAER. Hein, c'est pas parce qu'il n'y aura pas de zone de créer que des gens ne pourront pas installer des panneaux photovoltaïques, des éoliennes. Non. On prendra contact avec la DDT avant la fin de l'année. Il n'y aura pas de réunion avant la fin de l'année, on est bien conscient que le calendrier ne sera pas possible, mais dès qu'une réunion sera possible, enfin, on fera une réunion à laquelle vous serez tous conviés par les informations. Il n'y a pas du tout de rétention d'informations, mais au contraire, oui, je pense qu'il serait bon qu'on entende tous la même chose à ce sujet. Donc on la fera début d'année. La sous-préfet de Sens n'était pas au courant. Non, je sais, j'ai interrogé monsieur le sous-préfet. Donc voilà, la DDT propose, mais la sous-préfecture n'est pas au courant non plus. Du coup, je reviens sur la réunion PLU de demain. Non, personne d'autre avait la main. Le micro, sinon on ne vous entend pas, s'il vous plaît. Oui, j'ai déjà évoqué qu'il y avait un ou deux projets, et là, ça me prend la tête, c'est incroyable, quoi. Et c'est vrai que si j'avais des explications, ils m'ont relancé là à nouveau. J'en ai parlé à mon conseil municipal, pas forcément favorable, mais comme c'est un projet privé, on n'a pas grand chose à dire actuellement. La seule chose que j'ai au moins moi émis, c'est de ne pas être trop proche des hameaux, parce que un des projets est très proche d'un de nos hameaux, et ça je ne suis pas. Alors ils ont retenu ce que j'avais demandé,
Mais je sais qu'ils sont en train de me booster comme c'est pas possible. Et c'est pas trop mal ficelé leur affaire. Hein. On fera cette réunion pour vous informer dès qu'on pourra, Oui, si on relance ce la sera avec DT. plaisir. On va essayer d'avoir dès demain pour pouvoir communiquer rapidement avec vous. Du coup, la réunion PLU demain. Est-ce que comme ça, d'un vue d'œil, vous pourriez lever la main ceux qui pensent venir? Il y aura quelqu'un, hein. Je lève la main quand même, c'est pas moi, mais il y aura Denis qui viendra. D'accord, ok. C'était juste pour ça si on la maintenait, la salle Paul-Bert, ou si on était une quinzaine, si on se mettait en salle du conseil. Parce que potentiellement, on peut être 38 à cette réunion. Donc, pour l'instant, vous avez d'autres délégués qui viennent en plus de vous, ou c'est vous ou des délégués qui interviennent? On vous mettra, si on a demandé des retours aux communes, s'il s'avère qu'on est une quinzaine, on se mettra en salle du conseil, c'est plus sympa pour faire la visio parce que c'est une grande salle. Dans ce cas, on vous enverra un mail en début d'après-midi pour vous dire où c'est, et au pire, on mettra une affiche sur la porte de la salle Paul-Bert pour vous dire que c'est en mairie. Sinon, ça sera à la salle Paul-Bert comme initialement prévu. Mais on a une visio, en fait, le bureau d'études sera en visio, et je suis plus sûr de mon réseau mobile, enfin de mon réseau internet à la mairie qu'en salle des fêtes. Donc, on le fera en salle des fêtes s'il faut, mais des fois, Orange, ça ne fonctionne pas super bien, et dans ce cas, si on n'a pas de bureau d'études, ça va être plus compliqué. Voilà pourquoi on vous a demandé de vous positionner. Donc, voilà. Donc, début d'après-midi, on vous mettra un chat pour préciser, mais de toute façon, sur la porte de la salle des fêtes, ça sera marqué si on est en mairie, ou alors la porte sera ouverte, elle sera présente. Eh bien, écoutez, je souhaite de bonnes fêtes à ceux que je ne reconnais pas. Je remercie encore la commune de Vaudeur pour son accueil. Je dis à demain pour toutes les personnes que je vais revoir dans de la commission de PLU. Et puis, on se revoit l'année prochaine pour les vœux. Et puis, pour tout ça, je passe la parole à Jacques qui a envie d'intervenir. Plutôt pour intervenir pour un sujet d'importance et que nous vous convions au petit pot d'amitié comme d'habitude. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Par contre, n'oubliez pas, je vous donne vos affiches à défi, j'en ai un paquet à vous distribuer, donc venez vers moi. J'ai deux points de vue, c'est